Bien le bonsoir, voici les titres de cette édition. Le rapport 2010 de l'Agence de régulation des marchés publics suscite les passions. L'absence de mesures coercitives provoque l'ire du contribuable. Le document a été rendu public hier, nous y revenons ce soir. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale connu lundi prochain, coup de projecteur sur les spécificités du mode de scrutin de ces consultations. C'est le début d'une série de reportages de la rédaction, ce jusqu'à l'installation de cette nouvelle législature. La baisse du coût de la production de l'énergie à l'étude pour bientôt. L'annonce émane du 4e Conseil des ministres décentralisé qui s'est tenu à Diourbel aujourd'hui. L'énergie renouvelable sera privilégiée, dans la recherche de solutions aux problèmes de l'électricité. Les souffrances des usagers de la route de Ndiamakunda dans cette édition. Ndiamakunda, c'est dans le sud du pays. Et puis, JO 2012, le Sénégal affronte en ce moment la Grande-Bretagne. Le match est en cours. Le Sénégal est mené 1-0. L'ouverture officielle de ces Jeux olympiques demain, vendredi. Bonsoir à tous, nous démarrons cette édition avec ce rapport 2010 de l'Agence de régulation des marchés publics, des ministres de l'ancien régime épinglés dans les filets de l'ARMP, Bekay Diop, maître Ousmane Ngom, mais également Abdoulaye Diop, le maire de Thiès, Idrissa Seck également, et dans le lot Fatima Ba. Les mauvais exemples en matière de gestion des marchés publics sont désormais connus. Le rapport des audits 2010 de l'ARMP a fini de dresser la liste des anges de la fraude dans les marchés publics. Parmi les mauvais élèves, Bekay Diop, ex-ministre des Forces armées, son ministère est épinglé pour avoir conclu 16 marchés par entente directe pour un montant cumulé de plus de 7 milliards de francs CFA, sans appel d'offres, en invoquant le secret défense pour se couvrir. L'ancien argentier du pays est également indexé par l'ARMP. Durant l'exercice 2010, pour la plupart des achats effectués par son ministère, Abdoulaye Diop a servi des contrats non datés, puis le rapport note également un espacement entre la signature des contrats et la livraison des factures. Ousmane Ngom également n'a pas échappé au contrôle de l'ARMP. L'ex-locataire de la place Washington est mis en cause dans des cas de surfacturation. Le rapport des auditeurs relève aussi la conclusion de plusieurs marchés par entente directe pour un montant cumulé estimé à plus de 500 millions de francs CFA dans le cadre du plan Orsec. Le rapport précise que ces marchés conclus par entente directe ont été autorisés par le premier ministre de l'époque, Souleymane Ndéné Ndiaye. Pour la première fois, Idrissa Seck, le maire de Thiès, est cité dans les rapports d'audit de l'ARMP. Le document note une curiosité dans l'attribution des marchés à la mairie de Thiès. Dans la plupart des cas, les soumissionnaires ne sont pas qualifiés pour les travaux. Les rapports de l'ARMP rendus publics, les nouvelles autorités vont-elles aller au bout de leur logique, notamment à promouvoir la bonne gouvernance? Fatima Ba, merci. Des institutions épinglées et après, souvent, il ne se passe rien, pas de sanctions. Une réaction du contribuable qui souhaiterait avant tout une suite judiciaire de cette affaire. Le document rendu public hier, je vous le disais, voici le sujet de Amina Soya Diallo là-dessus. Le rapport de l'Agence de régulation des marchés publics ne laisse pas indifférents les citoyens sénégalais. Ces derniers ne réclament qu'une chose, la lumière sur les surfacturations et les malversations enregistrées. Il faut savoir que le Sénégal est pour tous les Sénégalais. Si on te donne une fonction, il faut l'assumer honnêtement et correctement. Dès l'instant que les audits disent qu'il y a des malversations et des marchés donnés à gré, il faut que ces gens-là rendent compte. Je me glorifie du travail de l'ARMP, comme vous me le dites, mais ma seule attente est qu'on doit quand même laisser la justice faire son travail sans parti pris. Si on te confie quelque chose pour servir le peuple, il faut essayer de respecter ça. Mais comme ils ont fait ce qu'ils voulaient,
Moi, je sais que la loi n'a qu'à aller faire son travail. Ils craignent toutefois l'absence de suivi. Au Sénégal, quand les gens font ce qu'ils veulent, il y a l'intervention des marabouts. Il faut que ça arrête. Il faut que tous ceux qui détiennent les biens publics rendent compte et au besoin payent. Il y aura un suivi parce que la personne qui gouverne le Sénégal actuellement, c'est une personne très déterminée. Qu'ils se le tiennent pour dit. Ils seront audités. Quand ils quitteront ce pouvoir, tôt ou tard, ils vont quitter. Ils seront à leur tour audités. Donc ils ont l'obligation, ils sont condamnés à aller jusqu'au bout. Les Sénégalais comptent sur le gouvernement de Macky Sall pour identifier la destination de ces fonds. Babacar Diop est conseiller à l'ARMP, Agence de régulation des marchés publics. Il est l'invité de cette édition. Nous le retrouvons en fin de journal. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale connu lundi prochain, lundi 30 juillet. Le mode de scrutin de ces consultations et ses spécificités, c'est le sujet 1 d'une série de reportages de la rédaction de TFM et ce jusqu'à l'installation de cette nouvelle législature. Alioune Diagne et Chérif Diao. Une séance solennelle pour l'élection du bureau de l'Assemblée nationale prévue le 30 juillet. Il s'agira d'abord pour les 150 députés de procéder à l'élection du président. Et ce qui va se passer le jour du 30 est organisé par les articles 9 jusqu'à 14 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui consiste à mettre en place les structures de l'Assemblée nationale, à savoir le bureau et les différentes commissions qui sont au nombre de 11. Le scrutin du 30 va se passer comme suit. Il y aura ce qu'on appelle le bureau d'âge qui est composé du président, de la personne, le député le plus âgé, qui va présider la séance, l'ouverture de la séance, qui est assisté par 2 secrétaires qui seront les plus jeunes députés de cette 12e législature. Une fois que ce bureau d'âge est installé, les groupes politiques, les groupes parlementaires, qui seront constitués bien avant la mise en place de ces structures, vont présenter les différents candidats à la présidence de l'Assemblée nationale. Et le scrutin va être un scrutin uninominal, à bulletin secret. On va élire le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, sur la base d'un vote secret. Après l'élection du président, les députés vont plancher sur les autres postes à pourvoir. À savoir les 8 vice-présidents qui vont être élus par scrutin par liste, les 6 secrétaires élus aussi qui vont être élus par scrutin par liste, et maintenant les 2 questeurs. Mais tous ces candidats-là sont présentés par les groupes politiques. Et une fois que ces membres du bureau sont élus, les secrétaires élus, s'ils sont élus, vont maintenant prendre leur place au niveau du bureau d'âge et les 2 secrétaires qui étaient là-bas, les plus jeunes, vont céder la place aux 2 secrétaires élus, nouvellement élus, qui vont continuer à prendre le PV pour la séance. Donc une fois que le bureau est mis en place, le président va procéder à la mise en place des différentes commissions de l'Assemblée nationale. La loi numéro 84-35 du 14 mars 1984 dispose que les candidatures et les listes de candidats doivent être déposées au bureau de l'Assemblée nationale au plus tard 1 heure avant celle fixée par la séance. Et elles vont être présentées par les groupes parlementaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les groupes parlementaires vont se constituer bien avant l'ouverture de la séance et ces groupes parlementaires-là vont déposer non seulement une déclaration du groupe parlementaire avec la signature de l'ensemble de leurs membres, plus maintenant le nom du président du groupe parlementaire et le nom du vice-président du groupe parlementaire. Et c'est eux qui vont procéder au dépôt des listes des candidats qui participeront au scrutin pour le président, pour les vice-présidents, pour les secrétaires élus et pour les questeurs. La coalition Benno Bokk Yakaar, avec ses 119 députés, est partie pour s'emparer de la plupart des postes qui composent le bureau de l'hémicycle. Des postes qui aiguisent également des appétits au sein de la majorité présidentielle. Premier épisode donc de cette série de reportages consacrés à cette nouvelle législature, série qui prend fin juste après l'installation de ce nouveau bureau de l'Assemblée nationale.
La suite de cette édition, c'est pour parler du BFEM 2012. Deuxième jour, les candidats quittent les salles d'examen avec une dent contre les professeurs de mathématiques. L'épreuve était peu abordable à leurs yeux. La faute aux enseignants qui ont bâclé le programme selon certains élèves. Mais pour d'autres, ils n'ont pas pu terminer ce programme, ils n'ont pas pu le boucler. Ce à cause de cette série de grèves des enseignants. Nous y revenons peut-être avant la fin de cette édition avec Fatou Bintou Conté qui était sur le terrain. Cap sur Touba, l'énergie a été au cœur du 4e Conseil des ministres décentralisé accueilli par la région de Diourbel. Le président de la République a annoncé une étude qui sera consacrée aux voies et moyens d'arriver à une baisse du coût de production de l'énergie. Également une alternative aux nombreux problèmes dont le Sénégal est confronté au sujet de l'électricité. L'énergie renouvelable sera naturellement cette alternative naturelle. Nous retrouvons de Touba notre reporter Jo Diop pour plus de détails. Bonsoir Jo. Bonsoir Khalifa. Alors, je le disais tantôt, l'énergie renouvelable comme alternative aux difficultés liées à l'électricité, mais également une étude qui cherche des solutions à la crise de l'énergie, notamment essayer de baisser le coût de la production de l'énergie. Effectivement, Khalifa, vous l'avez dit, c'est un ensemble de points qui ont été discutés donc à ce Conseil des ministres qui s'est tenu, le 4e décentralisé. Aujourd'hui à Diourbel, donc le président de la République, à l'issue de ce conseil, a fait face aux populations de Diourbel et à la presse. Et en démarrant son propos, Macky Sall a fait un aveu parce qu'il a estimé que le secteur de l'énergie est un secteur en crise, une crise grave même, insiste Macky Sall, parce que la production, selon lui, de l'électricité est très peu diversifiée, avec une nette domination des sources thermiques, notamment les produits pétroliers. Le président reconnaît également que ces difficultés sont réapparues avec les délestages qui sont revenus en force, Khalifa, ce malgré les efforts qui ont été faits. Par exemple, cette année, concernant ces efforts, 120 milliards de francs CFA ont été dégagés à raison de 10 milliards de francs CFA le mois, ce qui est insupportable donc pour l'État sénégalais. Je rappelle que cette manne de 120 milliards de francs CFA représente donc la subvention du prix de l'électricité aux consommateurs sénégalais. Avec tous ces programmes, Khalifa, le Conseil des ministres, donc comme vous le devinez certainement, a élaboré et réfléchi sur des solutions qui doivent être trouvées, selon Macky Sall, avec la redéfinition d'une nouvelle lettre de politique sectorielle. Et également, un échange énergétique est envisagé à partir de 2014 avec une idée émise donc avec le gisement de gaz de la Mauritanie, mais aussi Macky a de grandes ambitions avec l'énergie solaire et également les énergies renouvelables. Et bref, donc c'était un conseil axé essentiellement sur l'énergie, même si l'idée principale de la hausse de la facture d'électricité annoncée il y a quelques jours n'a pas été tranchée par le président de la République, Khalifa Diakhaté. Merci Jo Diop. Alors, je vous le disais tantôt, l'examen du BFM 2012 avec cette colère des élèves, les candidats qui pointent du doigt les professeurs de mathématiques qui n'ont pas soit pu terminer le programme à cause des grèves ou qui l'ont simplement bâclé, c'est leur propre terme. Fatou Bintou Conté. Les candidats au BFM se sont penchés ce matin sur les mathématiques, leur bête noire. D'ailleurs, certains élèves jugent l'épreuve trop difficile. Nous pouvons dire que l'épreuve de maths était un peu difficile, quand même pour nous, car nous n'avons pas bien fini le programme. Pour moi, c'est pas bien, j'ai pas bien fait ça, parce que l'épreuve était bien dure. Vraiment, c'était très difficile, parce que le sujet n'était pas aussi abordable qu'on le croyait. On n'a pas pu terminer notre programme. C'est ça qui nous a fait tarder dans les salles. Pour ces candidats trouvés au lycée Galandou Diouf, la faute incombe aux professeurs. Malgré qu'ils aient terminé leur programme, on bâclé pas mal de chapitres. Trop difficile même, trop difficile. Mais Dieu est grand. Il y a des profs qui ont terminé leur programme, comme notre prof M. Faye, mais ce n'est pas trop clair car on n'a pas compris. Ce professeur de mathématiques avoue que les perturbations ont effectivement eu des répercussions sur l'épreuve. Seulement, il estime que les exercices proposés doivent être à la portée des élèves. Avec la situation de cette année, le programme n'a pas été mené comme il se doit, mais n'empêche que
pour un peu d'effort, vraiment un élève moyen peut se tirer d'affaire. Parce que vraiment les questions ont été éclatées. C'est pratiquement des règles de 3 qu'il faut appliquer pour la statistique. Bon, pour les autres matières aussi, pour les autres questions, les autres exercices, là aussi, c'est pas difficile, c'est abordable. Pour ce deuxième jour, la déception est le sentiment le mieux partagé chez les candidats qui espèrent se rattraper sur les autres matières pour obtenir leur sésame. Fatou Bintou Kanté, les souffrances des usagers de la route de Ndiamakounda, c'est dans le sud du pays. L'état de l'infrastructure est propice à des accidents meurtriers, une dégradation causée en partie par les eaux de pluie. D'autres effets collatéraux sont également relevés. Laurent Tchernomendi, Bakary Kanté. Les accidents se multiplient sur l'axe Saré-Alkali-Ndiamakuta. Cette route est dans un état de dégradation très avancé. Ces derniers jours, 4 accidents sont notés, plusieurs blessés enregistrés. L'évacuation des malades cause problème. Certains meurent en cours de route. Les camions ne peuvent pas accéder au village pour la distribution des semences. La route est vraiment dégradée, elle est coupée. Vous avez constaté, personne ne peut accéder dans le village. Entre Ndiamakuta et Saré-Alkali n'est plus praticable. La voiture qui quittait Dakar pour venir à Ndiamakuta est tombée sur la route. C'est la seule piste qui relie Ndiamakuta et le reste du Sénégal. Les accidents sont conséquents. Il y avait un accident qui a été lié à Kolikunda. En ce moment aussi, on avait 3 blessés. Les semences qui venaient ne peuvent plus y accéder. Il faut que les camions s'arrêtent à Bogal, la population s'unit, pour mobiliser pour payer le transport de ces semences. Ces populations réclament la construction des routes Saré-Alkali Ndiamakuta et Ndiamakuta-Senoba, mais aussi la réalisation de 2 forages et l'extension du réseau électrique. La page des sports, aujourd'hui, nous démarrons avec les Jeux Olympiques de Londres. L'ouverture officielle est prévue pour demain vendredi. Le Sénégal est entré en lice ce soir avec la Grande-Bretagne. Le Sénégal mené 1-0. Nous en sommes à la 68e minute. 60e minute. 60e, oui, c'était presque parfait. Du coup, plus de minutes, donc plus de chance pour le Sénégal. Voilà, plus de chance pour le Sénégal. Mené, on le sait, depuis la 20e minute sur un but de Craig Bellamy. Suite à un coup franc repoussé de Ryan Giggs, 2 joueurs donc qui ont plus de 23 ans et qui ont intégré cette équipe de Grande-Bretagne. Le Sénégal qui a encore un quart d'heure pour essayer peut-être de rattraper son retard. En attendant, c'est évidemment l'actualité. L'ouverture de ce tournoi de football des Jeux Olympiques de Londres, ouverture officielle demain. Et puis dans ce groupe A qui nous intéresse au plus haut point, l'Uruguay et les Émirats Arabes Unis ont joué tout à l'heure, toujours dans le même stade à Old Trafford et sont vraiment brillés, encore moins dominé leur sujet. Les Uruguayens se sont imposés devant les Émirats Arabes Unis 2-1. Pour les résultats des autres matchs qui se sont tenus aujourd'hui, retenez que dans la poule D, l'Espagne, annoncée comme l'un des favoris du tournoi, est tombée de haut, battue par le Japon 1-0. Auparavant, les Marocains ont été tenus en échec par le Honduras 2-2. Dans le groupe B, la Corée du Sud et le Mexique se sont quittés sur un score de parité 0-0, alors que le Gabon a tenu en échec, il faut le dire, la Suisse 1-2 avec une réalisation de Pierre Aubameyang. Et puis les Jeux Olympiques, toujours au cœur de l'actualité, avec de grandes figures qui ont marqué l'histoire de cette compétition. La direction des sports vous propose désormais tous les jours d'aller à la découverte de l'une d'elles. Ce soir, Jesse Owens, un sprinter qui a brillé au JO de 1936 dans un contexte particulier, dans un pays, l'Allemagne, dirigée à l'époque par un fasciste Adolf Hitler, un athlète noir, se permet à l'époque de remporter 4 médailles. Tout de suite, le récit donc sur cette figure emblématique des Jeux Olympiques, Pape Abdoulaye Der. Jesse Owens contrecarre les plans d'Adolf Hitler en 1936. Adolf Hitler et le nazisme règnent sans partage sur l'Allemagne depuis 3 ans. Les Jeux Olympiques s'invitent alors dans la capitale. Cette édition, dont l'Allemagne a hérité avant la prise de pouvoir du Führer, est l'occasion rêvée pour le régime de réaliser une démonstration de force, faire la propagande du nazisme et de la race aryenne. Pari globalement réussi et immortalisé par la caméra de Leni Riefenstahl, à un détail près, et il est de taille.
un athlète noir, Jesse Owens, restera dans l'histoire comme l'homme de cette édition. Vainqueur de 4 titres, 100 mètres, 200 mètres, saut en longueur et 4 fois 100 mètres, le natif d'Oakville est le plus probant démenti aux thèses racistes d'Adolf Hitler. Sa place dans l'histoire dépasse le simple cadre du sport. Jamais un triomphe n'aura eu plus valeur de symbole que celui de Jesse Owens. D'ailleurs, le public de Berlin ne s'y trompe pas en acclamant l'athlète noir américain comme un héros. Né en 1913, Jesse Owens est mort en 1980 à l'âge de 66 ans d'un cancer des poumons. Il a été le premier sportif noir de renommée mondiale et l'un des meilleurs sprinteurs de l'entre-deux-guerres. Abdoulaye Der, merci. Nous parlons à présent, Khalifa, de football local. Le ballon rond qui reprend ses droits ce week-end ici au Sénégal avec la Coupe de la Ligue. Une reprise qui fait suite à la levée de la suspension de toutes les activités relatives à la Ligue professionnelle. Des solutions sont préconisées évidemment. Zéro violence et un comportement respectueux des supporters. Louis Lamotte, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, est ici au micro d'Abdou Aziz Ndiaye et Mardian. De cet État qui ont été déjà mises en œuvre par le gouvernement, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République même s'est ému de ce regain de violence dans le sport. Et depuis lors, des dispositions nouvelles sont prises par rapport à la sécurité des manifestations. Et vous verrez samedi qu'il n'y aura pas place pour la provocation et pour la bagarre, parce qu'il y aura suffisamment d'hommes pour prévenir de pareil, ou en tout cas intervenir rapidement si cela devait se passer. Notamment l'arbitrage, qui dans un premier temps avait décidé de ne plus arbitrer à Ziguinchor, ce qui manifestement paralysait nos compétitions. Heureusement que là aussi le bon sens a prévalu. Après que nous ayons nous-mêmes quand même donné aux arbitres les gages d'une meilleure protection. Ils ont apprécié positivement les efforts qui ont été faits et donc ont accepté de reprendre le sifflet un peu partout, et notamment à Ziguinchor. C'est la CCA qui a pris sur elle la décision de nous arbitrer gratuitement l'ensemble des matchs entre samedi qui vient jusqu'à la fin de la saison. Voilà Khalifa pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci beaucoup Mme Fatou. Dans un instant, nous recevons notre invité. Il s'agit de Babacar Diop, comme je vous l'annonçais, conseiller à l'ARMP. L'agence de régulation des marchés publics. Nous tentons d'éclairer l'opinion ce soir au sujet du travail de l'agence de régulation des marchés publics. Il est avec nous, Babacar Diop, bonsoir. Bonsoir, M. Diakhaté. Merci d'être avec nous. Alors, nous démarrons de suite avec cette particularité du rapport 2010 par rapport au rapport précédent. Bon, écoutez, il n'y a pas de particularité. C'est notre travail, c'est chaque année de faire l'audit des marchés passés dans l'année N-1. Oui. En fait, c'est des auditeurs qu'on envoie qui font leur travail et qui viennent nous les donner et nous, on les examine et on les porte au public, mais aussi avant aux autorités. Très bien. Donc, il n'y a pas de particularité entre cette année et l'année dernière. Par contre, il faut bien noter que cette année, il y a eu beaucoup d'améliorations. Parce que c'est vrai qu'en 2008, le code venait d'être là, l'ARMP venait d'exister. Oui. Et donc, les gens ne s'attendaient pas à être audités et tout. Il y a plus de bouteilles. Bon, donc certainement les pratiques continuaient. Mais on s'est rendu compte que quand même cette année, il y a beaucoup d'améliorations. En revanche, il y a une recrudescence des marchés à gré, des marchés de gré à gré. Comment vous l'expliquez? Bon, disons qu'il y a deux choses. Vous parlez beaucoup plus d'ailleurs des DRP, les demandes de renseignement de prix. Oui. Bon, ça, c'est un mode de passation de marché qui existe, qu'on ne peut pas enlever. Nous cherchons maintenant à l'encadrer parce que puisque maintenant les appels d'offres, c'est maîtrisé. Oui. Nous l'avons vraiment maîtrisé. Les gens ne peuvent plus faire quoi que ce soit sur les appels d'offres. Donc, ils essaient peut-être aujourd'hui de contourner par les demandes de renseignement des prix. Oui. Bon, mais là aussi, nous sommes en train de trouver le moyen d'encadrer ça. Et je crois que récemment, on était à Sali le week-end dernier. Et on a déjà trouvé quelque chose dans ce sens qu'on va peut-être expérimenter. Alors justement, au sujet de cette demande de renseignement de prix, c'est censé combattre un tout petit peu les surcoûts
surfacturation que l'on constate souvent? Disons que non, ce n'est pas les demandes qui combattent. Oui. Parce que les DRP, c'est-à-dire c'est limité. C'est-à-dire qu'en travaux, jusqu'à 25 millions, on vous permet de faire une demande de renseignement de prix. C'est une formule allégée pour commander des travaux. C'est-à-dire là, vous consultez 5 entreprises, mais il y a des procédures à faire. Vous les consultez et vous ouvrez, et l'entreprise la moins disante, performante, qui remplit les conditions, c'est celle-là que vous donnez. Donc au bout de, mettons, 15 jours, vous devez pouvoir faire ce travail et commander vos travaux. Alors que l'appel d'offres prend peut-être un mois. Le temps de faire un dossier, le temps de lancer l'appel d'offres, le temps de dépouiller, d'ouvrir, d'évaluer et d'attribuer. Alors on a l'impression que justement ces demandes de renseignement des prix ne pèsent pas vraiment lourd sur la balance, compte tenu du fait que les surfacturations sont toujours relevées. Bon, vous savez, le code il est là, c'est celui que j'ai. Et le code dit tout ce qu'il faut faire. Maintenant, ceux qui veulent bien faire font toujours bien. Et ceux qui veulent ne pas bien faire, on n'y peut rien, mais on les combattra par les audits. Mais il y a aussi des gens, peut-être aussi, qui ne savent pas. Jusqu'à présent, nous avons formé beaucoup de ce qui a amené d'ailleurs cette amélioration. Mais il reste que quand quelqu'un ne veut pas se conformer au texte ou au code, bon, ça, on n'y peut rien. Mais on finira toujours par aujourd'hui avec ce qui se passe, les audits. Vous voyez la presse d'aujourd'hui, je crois que personne ne veut plus que son nom apparaisse comme ça. Donc je crois que les choses l'année prochaine, on aura encore des améliorations. Alors les noms apparaissent comme ça, tout comme justement ceux qui tombent dans les filets. Et on ne fait que constater comme ça, il ne se passe rien souvent. Ça, c'est une dénonciation du contribuable, pas de sanction. Écoutez, parce que l'ARMP n'a pas ce pouvoir coercitif. Après, qu'est-ce que vous faites pour une suite judiciaire? Non, vous savez, chacun son rôle. Quand nous, ces audits sont terminés, avant de vous les présenter hier à la presse, nous avons envoyé aux autorités. La présidence, je crois, à la primature, à la Cour des comptes. Maintenant, ça, il doit faire le travail. Bon, il n'est pas dit même que l'ARMPA peut, si elle constate des faits très avérés, mais ça pointu, vraiment quelque chose qu'on peut dire que ça, c'est de la malversation. On a quelques pouvoirs pour faire ça. Mais actuellement, avec ces audits qu'il y a, nous, on constate les irrégularités. On donne maintenant le ministère de la Justice ou le gouvernement pour donner, comme c'est le cas d'ailleurs récemment, pour donner à l'autorité judiciaire qui, elle, va aller plus loin. Va enquêter pour voir un peu ce qui se passe derrière. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est de voir si on a respecté les procédures ou pas et comment on a fait pour ne pas respecter les procédures. Ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Très bien. Alors, Babacar Diop, en quoi consiste le fractionnement des marchés dont beaucoup se sont rendus coupables? Bon, vous savez, c'est-à-dire que il y a des seuils qu'on permet pour utiliser les demandes de renseignement des prix. Je vous ai dit tout de suite que c'est un moyen qui permet d'acheter très vite. Bon, maintenant, si vous devez acheter beaucoup, par exemple, je donne l'exemple de quelqu'un qui doit acheter beaucoup de papier ou beaucoup de fournitures. Si vous avez la possibilité de tout commander en même temps, vous savez, quand il y a une quantité, les prix baissent. Donc vous achetez moins. Mais maintenant, si vous ne voulez pas le faire, c'est comme ça que ce qu'on appelle les fractionnements. Vous divisez pour dire que je vais peut-être acheter pour 15 millions. Jusqu'à 15 millions, vous pouvez utiliser les demandes de renseignement des prix. C'est ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle fractionnement. Si vous aviez, par exemple, 100 ou 200 millions que vous pouviez acheter tout de suite, vous le divisez par 15 pour pouvoir consulter des gens et le faire. C'est un moyen de grignoter l'appel d'offres. Et de grignoter surtout pour ceux qui sont malveillants. Qu'est-ce qui se passe derrière maintenant, ça, je ne peux pas vous dire, mais bon, je sais qu'il arrive que nous, on s'est rendu compte dans les audits que quelqu'un veut faire gagner M. Diakhaté, il vous donne en vous demandant de trouver 4 autres entreprises. Mais malheureusement, ces gens ne sont pas malins. On voit toujours que c'est la même forme dactylographie. Il y a une petite différence sur les prix. On se rend compte que souvent les gens donnent les mêmes numéros de NINEA, même numéro de téléphone ou même adresse. C'est des deals entre... C'est parce que justement, ils
ne se rendent pas compte que on va le trouver facilement. Oui. Alors ça, c'est des moyens peut-être détournés. Il y en a peut-être même, j'en sais rien, qui peuvent peut-être utiliser ça, par exemple, pour faire commander ou ne pas commander, j'en sais rien. Mais toujours est-il que les auditeurs, nous leur demandons de veiller, de voir pourquoi, si vous avez fait fractionnement ou pas, c'est-à-dire, est-ce que vous ne pouvez pas faire d'appel d'offres? S'il se rend compte que vous avez divisé plusieurs fois, c'est ça qu'on appelle fractionnement. Oui. Il va vérifier aussi, essayer de voir physiquement, mais malheureusement, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas voir. Si quelqu'un vous commande du papier, du bic et tout ça, on ne les voit plus. Bon, voilà un peu... Donc du coup, le fractionnement, ce sont les cas que vous avez le plus constatés au niveau des institutions qui ont été épinglées, non? Vous savez, depuis 2008, on a souvent des problèmes avec les DRP. Ouais. Au début, c'était d'ailleurs un peu avec tout, même l'appel d'offres. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'ARMP, quelqu'un qui se sent lésé, tout entrepreneur ou opérateur économique peut nous saisir. Oui. Si vous nous saisissez, on fait une enquête, on regarde. Si vous avez raison, on casse l'appel d'offres, on demande à ce qu'on vous le donne ou on demande de... Donc, aujourd'hui, personne... L'appel d'offres est encadré. Personne ne peut plus tricher avec ça. Donc en définitive, ce serait tout de même plus judicieux de se concentrer que sur l'appel d'offres, de l'imposer? Non, vous ne pouvez pas, parce que comme je dis, il y a souvent des choses que vous devez acheter, des petites choses qui vous n'allez pas attendre, qui ne nécessitent pas forcément d'attendre 30 jours pour préparer des dossiers d'appel d'offres. Si vous voulez acheter un ordinateur ou deux ou trois, bon, peut-être que vous pouvez faire une demande de renseignement des prix, c'est ça, DRP, pour acheter vite. Mais vous n'allez pas faire un appel d'offres, lancer, attendre un mois, dépouiller, c'est trop long. Et l'État aussi doit travailler. Donc, c'est un mode qui existe, on ne peut pas supprimer ça, parce que ça permet à l'État de travailler. Il s'agit tout simplement pour ceux qui font le travail de le faire bien, de le faire honnêtement, il n'y a aucun problème. Mais ça existait avant. Mais on a constaté, quand on a bien encadré l'appel d'offres, les gens maintenant, peut-être ceux qui veulent faire autre chose... C'est le mode le plus vulnérable, disons. Voilà, pour le moment, jusqu'à ce qu'on puisse l'encadrer. Mais vous savez, la vie continue. Comme je vous ai dit, nous y avons réfléchi. Nous sommes en train de trouver le moyen de l'encadrer, mais toujours est-il que chaque fois que vous réfléchissez, d'autres réfléchissent aussi pour contrôler. Babacar Diop, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous. Babacar Diop, conseiller à l'Agence de régulation des marchés publics. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Mame Fatou Ndoye ce vendredi. Bonsoir.